bonsoir, bienvenue sur Meta.tv, lundi, mercredi, des fois vendredi, ça dépend. En tout cas, ce soir, c'est bien en direct avec nous, comme d'habitude. Grand bonjour à la régie, grand bonjour aux modérateurs connectés et à tous les métanotes, en tout cas ceux sur le chat. Alors, j'explique, maintenant je vais l'expliquer souvent parce qu'apparemment, le message comme ça va. Ceux qui veulent suivre l'émission en direct, il faut s'inscrire sur le chat meta.tv, vous ouvrez un compte et à ce moment-là, vous pourrez poser des questions en direct. Voilà. Donc ceux qui me demandent tout le temps, voilà comment on fait, donc je vous le dis d'entrée. Pour poser des questions, il faut venir en direct, s'inscrire sur le site et comme ça, vous pouvez avoir des infos. Et ceux qui ont Facebook, on a aussi une page Facebook et un compte Twitter. Voilà, c'est dit. Ce soir, en tout cas, avec nous, c'est Christian Cumschwenk. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Alors, Christian, bah, écoute, bienvenue à Meta TV. Merci. Le public ne te connaît pas encore, on va dire. Enfin, tu as déjà fait des apparitions vidéo, il peut trouver quand même des choses sur toi, mais pour te présenter, tu es un... Alors, tu es venu pour... Tu es un auteur, bien sûr, auteur, mais tu es un... Comment dire, un trader Ouais, donc analyse quantitatif. Analyse quantitative, ça c'est le mot scientifique. Le mot méchant, c'est méchant trader. Non, mais c'est vrai que c'est un peu méchant, et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment les maths derrière le trading. C'est-à-dire que nous, on propose des couvertures basées sur des maths, majoritairement, c'est des probabilités, qui évitent, justement, qui permettent de calculer le prix juste de produits exotiques, mais aussi de s'assurer d'une bonne couverture. D'accord. Bon, en plus, tu as un parcours qu'il faut bien souligner, pas commun. Tu as été, comment dire, tu as passé un DEA, c'est ça? Oui, un DEA de probabilité. De probabilité. Tu es parti à travailler à Londres, à la City. Oui, j'ai un peu travaillé à Paris, quelques mois, et après, je suis parti à la City. À la City, ouais, c'est pas commun. Donc, tu étais au milieu des requins, si j'ose dire. T'étais dans la mare aux requins. Quand... Non, c'est vrai, mais c'est vrai que ça peut paraître assez fou parce que bon, voilà, moi j'ai grandi dans une petite ville de l'Essonne et oui, la City, moi j'y avais jamais pensé. Mon niveau d'anglais il était bof, mais c'est vrai que j'avais cette passion pour les maths et donc je suis rentré dans la finance avec les maths. Et oui, je traînais dans le trading floor. Ça m'arrivait d'avoir un t-shirt Che Guevara au milieu de la salle de trading. Mais c'était dans un sens bon enfant. Nous, les quants, on est un peu les naïfs de la finance, j'allais dire, dans le sens où on fait vraiment des maths, on est gentil. Aujourd'hui, geek, c'est à la mode. Donc oui, on est un peu les geeks du trading, si je puis dire. D'accord, donc... En gros, pour comprendre un peu, ça c'est des probabilités, c'est ça? C'est-à-dire que tu dis en gros, je résume, je fais le profane. Non, c'est normal. Voilà, surtout pour les spectateurs. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on comprenne, tu vas définir en fait les opportunités qui vont se présenter pour les entreprises en disant bah là vaut mieux acheter de ça, ça vendre, ça c'est ça, c'est un peu ça quoi. Oui, en fait le quant aujourd'hui il a plusieurs manières d'interagir avec le marché. À la base nous on est un peu en retrait, donc ce qu'on propose ça peut être des stratégies d'arbitrage. La plupart du temps c'est des stratégies d'arbitrage statistiques. Étant donné le passé, on est capable entre guillemets de prédire l'avenir. Donc on va aller voir le trading et leur dire on a trouvé des nouvelles stratégies, des variables explicatives qui nous permettent de dire qu'à 99% de temps, si le prix de l'or baisse, on peut avoir le stock de Total qui grimpe pour X ou Y raison, etc. Et donc voilà. Donc ça c'est une partie de notre job. Mais il y en a une autre, c'est d'être capable de valoriser des produits très complexes. Donc imagine un petit peu, tu as Nike qui a un besoin de coton. Mais le prix du coton, il fluctue dans le marché. Et ils veulent se protéger contre le prix du coton. Ils vont toquer à la porte d'une banque. Et ensuite, la banque elle va leur dire, elle va d'abord en parler au sales. Le sales va aller voir le trader va aller voir le quant. Et le quant, il va faire des modèles mathématiques. Donc, il va modéliser le prix du coton. Et il va être capable de déterminer le prix d'une option sur coton. Donc, Nike va pouvoir aujourd'hui acheter une option qui lui garantit de payer le coton, disons, dans 3 ans à un certain prix. Voilà. D'accord.
Donc ton employeur, c'est les banques quand même, c'est ça, tu travailles pour le compte de banque. Oui, je travaille pour le compte de banque, mais après, bon, j'ai été consultant aussi. Mais après, il y a plusieurs niveaux d'interaction, et c'est vrai que j'étais plus un quant front office. Il faut savoir que le marché après à front office, c'est vraiment c'est là où il y avait l'activité à l'époque. Hein. C'est là où travaillait Kirviel. Hein. Kirviel, il est passé du back au front. Et c'était l'attractivité de la banque d'investissement. Et ce qui s'est passé en 2008, c'est que le marché il a totalement changé avec la crise des subprimes. Les acteurs très agressifs sont devenus un peu ce qu'on appelle risque averse, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus de prendre de risques. Et on est passé sur des produits beaucoup plus simples. C'est-à-dire que moi, j'étais un quant associé aux dérivés actions, donc à des produits assez complexes. Et aujourd'hui, le marché il est devenu ce qu'on dit très vanille, c'est-à-dire c'est des produits vraiment très simples, assez basiques. Et il est devenu très associé aux régulateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on régule le marché. On va peut-être en discuter tout à l'heure, mais on parle souvent de libéralisme capitaliste. Mais là, on est dans un système très régulé au niveau de la finance. Parce que, en plus, c'est complètement en lien avec ton livre, puisque donc tu étais au cœur du capitalisme, si j'ose dire. C'est un peu l'antre de la bête. Non, mais tout à fait, tout à fait. Et oui, ça m'a donné une vision un peu spéciale. Et ce réveil, oui, il a eu... je me suis réveillé un peu avant, hein, parce que à un moment, on voit que le monde ne tourne pas rond et on essaye de comprendre. Et c'est vrai que ce livre, je l'ai fait vraiment comme une sorte de thèse. J'essaye un peu de faire un constat. Après le constat, je fais une proposition. Et de la proposition, j'essaye de voir comment aujourd'hui arriver à cette proposition. Alors justement, par rapport au constat, on va commencer avec ça, puisque toi, bon, tu fais comment dire, une description de ce qu'est le développement moderne. J'ai bien compris avec... Tu as catégorisé aussi alors, les pays, entre les pays développés en voie de déclin, les pays en voie de développement, les pays sous-développés, etc. Tu classes il y a quatre catégories. Il y a 4 catégories, etc. J'ai trouvé très pertinent le cycle que tu mets justement en image par rapport au pays en disant, bah voilà, en gros, tu expliques quand même quelque chose que moi je trouve assez fatal d'un point de vue politique, ce que j'ai compris. Mais peut-être, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais moi ce que j'ai compris, c'est que tu nous dis, si on reste dans le même système, en gros, les pays sous-développés, ils ne se développeront jamais. Je caricature, peut-être je fais un raccourci, mais j'ai l'impression d'avoir senti ça. Donc ce que tu nous expliques, que si justement on reste dans le système capitaliste tu vois, complet, qui est basé sur cette finance mondialisée, ils n'ont aucune chance, en fait. Tu es en train de me dire, ces pays-là, de toute façon, n'auront aucune chance. En fait, c'est un peu... Il y a une subtilité dans ça. Ce que je mets en avant, c'est le cycle vicieux-vertueux du capitalisme libéral. C'est-à-dire qu'un pays pauvre, ou dit en voie de développement, il tend à devenir un pays développé. Quand il devient un pays développé, ensuite, on arrive à un marché qui devient saturé. Et donc, on arrive à un pays en déclin. Qu'est-ce que ça veut dire saturé ? On a fait déjà les plans Marshall, etc. C'est des recettes qu'on a déjà connues, qu'on mixe, etc. Et donc, le marché devient saturé. Donc après, on devient un pays en déclin. Et un pays en déclin, c'est un pays, en fait, le marché est saturé, mais on continue à faire un peu de croissance. Mais cette croissance, elle est masquée par un développement technologique. Il y a une avancée technologique ou technique qui nous permet de masquer notre déclin. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on voit l'arrivée d'Uber, qu'est-ce que c'est que vraiment Uber ? Uber, en fait, c'est pas nouveau, en fait. Uber, c'est ce que font les pays sous-développés. C'est-à-dire que quand vous y pensez, la seule différence, c'est que derrière Uber, il y a un outil technologique avancé. C'est-à-dire qu'il y a un portable et il y a une façon de casser la propriété d'un véhicule. Le véhicule, il appartenait à quelqu'un. Maintenant, des fois, ce qui se passe, c'est que on a quelqu'un qui finance un prêt pour un individu qui va devenir conducteur d'une voiture qu'il ne possède pas pour aller conduire quelqu'un qui X, Y. Donc, il faut se rappeler que si vous allez, par exemple, en Afrique, vous allez dans des pays du Sud, mais c'est ce qu'ils font depuis des années. Et donc le déclin, on ne le voit pas. Mais Airbnb, c'est quoi ? C'est j'ai une maison, mais je décide. C'est une maison qui ne m'appartient peut-être pas. Une maison qui appartient au banquier, en gros. J'ai fait un prêt. Je pars en vacances, je décide de mettre ma maison à louer à quelqu'un que je ne connais pas.
En Afrique, ça existe des choses comme ça, mais c'est la famille qui vient garder la maison, ou sinon on a une nièce qui dort dans une pièce à côté. C'est ou des tontines aussi en Afrique, ça. Exactement. Et donc il y a un outil technologique qui cache ce déclin, et après on arrive à un pays sous pression. Alors pays sous pression, là c'est bientôt la fin. C'est-à-dire que là, on ne peut plus se cacher en fait. Là c'est fini. C'est-à-dire que le déclin est avéré. C'est la Grèce par exemple. Là c'est fini. On a tout perdu, et maintenant il ne nous reste plus qu'à avaler la pilule. On est devenu un pays pauvre. Et là c'est très dangereux, parce qu'une fois qu'on a avalé la pilule, eh ben, on devient un pays pauvre, et qui finalement va supposément attirer les investisseurs. Pourquoi? Parce que un pays en sous pression, il se tait. Les minima sociaux, les acquis sociaux, on les enlève, et finalement la force de travail, elle devient vraiment moins chère. C'est ce que j'appelle cheapest to produce. C'est-à-dire, dans un de mes livres, c'est ce que j'appelle, c'est qu'il y a des pays, on va toujours dans notre course vers la compétitivité, il y aura the cheapest to produce country. Et on arrive avec ce cycle, on peut le voir dans la communauté européenne. Les Portugais et les Espagnols, se sont redevenus des pays pauvres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Portugais, ils émigrent en Angola, et en Angola, les sans-papiers, on les renvoie. Les Espagnols, ils vont faire des cueillettes au Maroc. Et j'ai rien contre le Maroc, j'ai rien contre l'Angola, mais il y a un cycle. Et ce que je dis, c'est pas que ces pays pauvres, ils vont jamais devenir riches. Quand le marché il est saturé chez les pays riches, les pays donc, deviennent en déclin, et finalement, le capitalisme, il doit se déplacer. Mais le cycle, il est là. Donc ils vont devenir riches, mais ils vont avoir les mêmes problèmes que les problèmes qu'on voit aux États-Unis, les problèmes qu'on voit en France, ou finalement retourner à un problème que connaît la Grèce. Donc c'est ça. Et ce cycle, il est très dangereux. Il est très dangereux. Et il y a une petite lueur d'espoir, c'est que derrière ce cycle, à chaque tour, il y a toujours une volonté d'avancer technologie, il y a la circulation de l'information qui fait que, il y a un risque que le peuple se libère. Parce qu'à chaque fois qu'on continue à faire des tours de ce jeu, finalement, le peuple prend conscience. Le peuple prend conscience, et le peuple a une vision sur l'oppresseur. Donc même l'oppresseur, même le profiteur du capitalisme est en danger. Donc voilà un peu. Parce que est-ce que le peuple, il identifie justement parfaitement le capitalisme financier? Bon, il commence à être découvert, mais il est encore bien... les acteurs, on les voit pas affichés au journal de BFM, quoi. Enfin, très rarement, ils se font discrets. Oui, mais après, c'est une logique simple. Le journal de BFM, il appartient à qui? Voilà. Donc, c'est des logiques très simples. Et le peuple devient vraiment ouvert à ce genre de problématiques. C'est-à-dire qu'ils font très bien la différence entre les médias dits institutionnels et, entre guillemets, je vais dire un gros mot, achetés ou biaisés, et des médias indépendants. Non, maintenant, aujourd'hui, il y a une forme de conscience qui se libère. C'est ensuite racheté par des vautours. Oui, les pays en déclin sont rachetés, on me dit. C'est vrai que c'est pas faux. Parce que dans ce cycle, alors voilà, ce capitalisme fou, pour toi, il nous entraîne vers un chaos. D'ailleurs, tu dis, le capitalisme, tu es surpris de sa capacité de résilience, parce qu'en 2008, pour toi, ça aurait dû être un coup de grâce, normalement, et pourtant... il n'a pas eu lieu, alors pourquoi? C'est ça qui m'a posé, c'est ça qui m'a fait me remettre en question, et je me suis dit, mais attends, c'est pas possible là. C'est une crise de la dette, sous couvert un peu de spéculation, mais au final, c'est parce que finalement on a faim. C'est parce qu'on a eu un vendeur qui était capable de vendre du rêve aux petits travailleurs américains, et à cause du libéralisme, cette dette a été structurée, packagée dans une sorte de portefeuille qu'on a divisé en plusieurs paquets et qu'on a revendu tout autour du monde. Et donc, à un moment, on se pose des questions, je veux dire. Et on a résolu le problème d'endettement, donc cette crise de la dette, crise des surprimes, on appelle ça la crise du crédit. Par encore plus de crédit. Encore plus de crédit. Et donc là, c'est assez surprenant cette façon que le système a eu d'opérer. C'est-à-dire que moi, j'étais en salle des marchés, on était plusieurs. Par exemple, après la crise du crédit, donc on a bail-out certaines banques. Après, je ne vais pas rentrer dans le schéma complexe, mais en gros,
c'est assez bien expliqué dans un film, comment il s'appelle, avec Christian Bale, mais en gros, on bail-out ces banques, mais en fait, on le bail-out avec l'État qui emprunte en mettant en collatéral, donc engage les futurs impôts des contribuables, ok. Mais donc, puisqu'ils empruntent, ils vont devoir payer des intérêts. Ils empruntent des intérêts à la Banque centrale, mais pas qu'à la Banque centrale, à d'autres banques. Ouais. Mais c'est carrément fou. Mais pour revenir, après la crise des crédits, on a eu la crise de la dette. Et la Grèce, par exemple, c'est un pays qui ne pourra jamais rembourser. Il ne pourra jamais rembourser. Ouais. Jamais, c'est-à-dire jamais. Là, c'est des chèques, c'est pas des chèques en blanc, c'est des chèques qu'on leur donne et ils savent, même eux, les Grecs, ils savent qu'ils ne pourront jamais rembourser. Mais parce que, clairement, par exemple, pour la dette, pour l'affaire de la Grèce, parce qu'ils sont dans l'euro. Ils auraient dû sortir de l'euro depuis très longtemps, depuis le début. C'est une évidence. Donc la première chose, je me souviens, moi, on était avec des amis et c'est vrai qu'on faisait un peu des paris un peu. Et il faut vous dire que quand on est au cœur de ce type de problématique, nous, quand je dis nous, c'est plutôt les institutions financières, elles sont là pour se couvrir sur tout type de scénario. C'est-à-dire que la Grèce serait sortie de l'euro, on était prêt déjà on était préparé à passer au lira. C'est-à-dire on était déjà préparé, c'est-à-dire qu'on préparait une courbe des taux spécifique à la Grèce, au cas où ils sortent. Parce qu'il n'y a aucun sens économique à la survie de la Grèce. Aucun sens économique. C'est un non-sens de lui le fournir, parce qu'en fait, en gros, on éponge, mais ils ne rembourseront jamais rien. Et les autres pays s'engagent aussi, parce qu'on prend des engagements. La France, avec le TSCG, là, le MES, on ne sait pas trop ce qu'ils fabriquent. Là, non. Mais en gros, qu'est-ce qu'on protège? On protège une idéologie. Il y a eu, dans cette crise de la dette, il y a eu un combat entre l'idéologie politique. Bon, derrière l'idéologie politique, bien sûr, c'est biaisé, c'est-à-dire que derrière l'euro, il y a des lobbyistes, etc. Mais c'est une idéologie politique et une réalité économique. Et même nous, en banque d'investissement, mais c'était clair. C'était clair, ils vont faire défaut. Et il y a eu, ce qui est intéressant aussi de voir par rapport à cette crise, il y a eu des acteurs donc, de la finance de marché qui ont fait le pari de l'idéologie. C'est-à-dire, ils se sont dit, les politiques, ils vont s'accrocher entre eux, ils ont tellement peur, ils vont les bail-out. Et donc, ils ont fait ce pari, ils ont mis de l'argent, donc ils ont acheté de la dette grecque pas chère, mais de la dette grecque pas chère. Imaginez-vous demain, toi, tu vas faire défaut, tu es presque, tu vas faire défaut. On me dit, est-ce que tu veux de la dette de tes pas à 10 €. Dans le papier, tu dois 100 €. Est-ce que tu veux, je te la vends pour 10 €. Mais je sais qu'il va faire défaut, moi je ne prends pas. Mais donc il y a des fonds qui ont pris cette dette parce qu'ils se sont dit, idéologiquement, les politiques vont sauver la Grèce. D'accord. Parce que si la Grèce tombe, ça veut dire implicitement que tout pays de l'Union européenne peut sortir. Et ça veut dire que finalement, ça remet vraiment en cause non seulement la valeur de marché des dettes de chaque pays, mais à long terme, bien sûr, la fin de l'euro. Ça, c'est clair. On envisage d'ailleurs dans les milieux financiers, ça c'est intéressant, cette sortie de l'euro, elle est envisagée clairement. Clairement. Il y a des stress tests, c'est-à-dire que même la Banque européenne, ils font des stress tests aujourd'hui. Si on sort de l'euro, qu'est-ce qui se passe? Et concrètement, toi, t'en penses quoi? Si on sort de l'euro, dis-nous ton opinion. Tu vois, est-ce que ça va provoquer cet apocalypse prédit par les économistes à longueur de temps qui nous disent mais si on sort de l'euro, mon Dieu, c'est la catastrophe, la dévaluation, le machin, on va vous virer vos économies. Non, mais c'est ce qu'on nous dit à longueur de temps sur toutes les chaînes de télé. Alors toi, c'est quoi ton avis? Déjà, la première chose, moi je regarde plus la télé. Et je regarde juste les médias indépendants. Ça vu pas mal. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut vous remettre dans ce contexte. L'euro, comme il est fait, là, présenté, n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? On a la même monnaie, mais on a des dettes différentes. Et donc, il y a un contresens clair qu'on a vu durant la crise grecque. C'est-à-dire qu'un seul pays, qui était prêt à faire défaut, a
a mis de la volatilité dans l'euro. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer pour l'euro? Donc, un seul pays, et le plus faible de tous ces pays. Et le plus petit, voilà, parce que la Grèce pèse pas grand-chose au niveau de l'économie européenne. Bien sûr, bien sûr. Et donc c'est un point d'Achille clair et net. Après, en ce qui concerne la sortie de l'euro, quand tu dis tous les économistes, il faut bien se dire une chose. Bien sûr. Un économiste qui te dit la vérité, il va passer une seule fois sur BFM, il ne revient plus. Il reviendra plus. C'est-à-dire que la problématique de l'euro, je pense qu'elle est claire, elle est identifiée. Et au lieu même d'aller dans l'argumentaire technique, il n'y a même pas de technique à voir. Et c'est pour ça que j'appelle mon livre La raison objective, c'est parce que ce n'est pas lié à une science, c'est lié juste à un raisonnement logique et objectif. C'est-à-dire que j'évite dans mon livre de citer. C'est parce que ça ne sert à rien. La raison, elle nous appartient à tous. Et donc, pour revenir à la problématique de l'euro, il faut juste analyser la rhétorique. La rhétorique était la suivante. Vous êtes complètement débile, sortir de l'euro c'est ridicule, on est mieux ensemble, il faut aller vers l'avenir, ensemble on est plus fort, etc. Aujourd'hui, la rhétorique est différente. Aujourd'hui, la rhétorique est la suivante. Mais on est déjà dedans, on ne peut plus revenir en arrière, il faut avancer. La rhétorique est totalement différente. On est déjà dedans. Donc, il y a la prise de conscience que non, c'était ridicule. Et donc, ceux qui avaient même raison auparavant, ils n'ont aucune gratitude, aucune gratification. C'est qu'aujourd'hui, on dit, oui, mais on est déjà dedans. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, la question, si on veut avancer vers l'avenir, c'est vrai que, on est dedans, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi l'objectif de mon livre, c'est avançons, soyons une force de proposition. Clairement, tout pays peut sortir de l'euro. C'est juste une résilience de nos forces politiques. C'est-à-dire que la résilience qu'emploie M. Fillon à rester dans cette candidature, s'il avait la même concernant l'autonomie de la France, quand il était Premier ministre, on ne serait pas dans cette situation. Il y a plusieurs façons de sortir de l'euro, j'en parle un peu dans mon livre, mais la situation la plus simple, c'est de créer une monnaie locale, j'allais même dire une monnaie patriote, c'est vraiment simple, monnaie patriote, et les gens vont me dire, ouais, mais quelle sera sa valeur? C'est une monnaie que vous allez utiliser pour dépenser 100% français ou 100% local. Voilà, c'est de l'argent qui va rester dans le pays, et donc qui va soutenir la croissance interne. Et qu'est-ce que ça va permettre de favoriser la production interne? On va se retrousser les manches et on va apprendre à ne plus être que des outils du capitalisme libéral. On va apprendre à ne plus être que des consommateurs. Parce que c'est ça qu'on est finalement. On est devenus que des consommateurs. Quand vous regardez la façon dont vous êtes habillés, vos vêtements, la plupart du temps, viennent de Chine, ma montre, elle est suisse, ma voiture, elle est allemande. Corée, je sais pas où, voilà. Et à un moment, non. Je fais le parallèle aussi, je ne sais pas si tu as vu, je fais le parallèle avec la Russie. La Russie, à un moment, on a mis un embargo à Poutine. Il faut savoir que la plupart des pays européens, même occidentaux, si on leur applique le même embargo, ils meurent. Ils meurent. Mais cette démonstration de force, parce que c'est une démonstration de force, c'est je te punis, je n'achète plus tes produits. Et là, Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré que ça ne fait rien. Je suis autonome. Je suis un homme libre. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que maintenant, les producteurs russes vont produire pour les Russes. C'est une logique même. C'est pas méchant. C'est pas... parce que maintenant, quand on parle d'autonomie, quand on parle de patriotisme... Ah ça, c'est mal vu. Maintenant, c'est mal vu. Je suis désolé, mais c'est le minimum. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme politique? Un chef d'État, la condition nécessaire, c'est le minimum, c'est d'être patriote. Il faut revenir à la définition du mot patriotisme, c'est l'amour de son pays. Il n'y a pas de notion de haine, il n'y a rien du tout, c'est l'amour de son pays et de ses compatriotes, aussi simple que ça.
Voilà. Et oui, donc oui, on pourrait sortir de l'euro. Parce que ça, c'est une évidence simple, mais qui est pas, tu sais bien de nos jours, c'est pas admis. Tu vois, le patriotisme économique, c'est vu, on te parle de protectionnisme d'ailleurs, et que c'est un gros mot le protectionnisme. Quand on parle à longueur de temps, on dit « Ah, protectionnisme, mon Dieu, c'est le repli sur soi, vous voulez tout fermer, vous allez transformer la France en Corée du Nord. » Je vous fais le gauchisme, mais c'est un peu ça qu'on te dit. Ah, mais attendez, ça va faire la Corée du Nord, ce que vous me dites. Mais c'est fou, en plus, regarde ce que tu dis, ça fait le gauchiste. Parce que maintenant, le gauchiste est devenu libertaire. Oui. Mais le protectionnisme, c'est des valeurs de gauche. C'est-à-dire qu'un pays autonome, construit, se base sur lui-même. Mais c'est une évidence même. Et être protectionniste, qu'est-ce que ça veut finalement dire? On a vu les Américains, déjà Donald Trump, entrepreneur, libéral. Bien sûr, il met des barrières protectionnistes. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un patriote. Barack Obama, la même chose. Barack Obama, plusieurs fois, est intervenu dans des deals, dans des appels d'offres internationaux. Donc, à un moment, il faut quand même recadrer les choses. Et il y a un truc qui ne va pas faire avancer l'Europe non plus, c'est qu'il n'y a pas de patriotisme européen. Et tant que cette notion... Non, il n'y a pas de nation européenne aussi. Non, mais c'est ça. Mais tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas de patriotisme européen. Airbus a perdu un appel d'offres contre Boeing via l'intervention de Barack Obama. S'il y avait un patriotisme européen, on se soulève, on se révolte et on applique la même politique que l'adversaire. Mais non, on a affaire à des des fois j'appelle ça des politocards, c'est vulgaire, mais on a affaire à des politiciens qui n'ont aucune, j'allais dire, valeur ou substance en fait. Oui. Ouais, parce que le protectionnisme devrait être la base de toi. Pour toi, tu dis que c'est la base d'un système, de tout système normalement politique économique, ça devrait être la condition première, c'est le patriotisme. Sans patriotisme, en fait, on peut arriver à rien. Oui. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas une idée commune. Hein. Enfin, il y a des gens qui pensent ça comme une évidence, mais il y a encore beaucoup de gens qui ils entendent ces mots-là, c'est des gros mots parce que patriotisme, frontière, voilà, frontière, xénophobe. Mais en plus, dans la finance, quand même, on n'aime pas les frontières, j'imagine, non? On préfère que les capitaux circulent. Ouais, ou... Oui, mais en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, qu'est-ce que j'ai appris finalement? J'étais au cœur de la finance et à un moment, j'ai essayé de lire le monde. C'est le résultat de mon livre. J'ai essayé de lire l'état du monde. Pourquoi on continue dans ce système? Et la finance, c'est qu'un outil, en fait. La finance éthique, c'est possible. Le capitalisme libéral éthique, impossible. Impossible. Alors que la finance éthique, c'est possible. Tu as mentionné les tontines, mais là, même moi, j'entreprends. Je suis en train de faire une plateforme WeRepo qui va permettre aux individus de se prêter de l'argent. Se prêter de l'argent entre particuliers. Et bien sûr, c'est possible, et ça sera sécurisé, etc. Mais pensez à ça. La finance, finalement, quand Hollande disait « je serai l'ennemi de la finance », déjà, il ne l'a pas du tout été, mais la finance éthique existe. Le capitalisme libéral éthique, ça n'existe pas. Parce que quoi qu'il arrive, il y a cette course vers la compétition qui va oppresser un peuple ou un autre. Pour être le cheapest to produce. Ce que disait d'ailleurs Marx, déjà, il avait déjà conceptualisé que de toute façon, cette recherche du capitalisme du toujours moins cher fait que cette course folle aujourd'hui à la délocalisation, on voit encore Whirlpool qui s'envoie en Pologne parce que le polonais est moins cher que le français. Et pourtant, ils font des bénéfices, mais ils feront encore plus de bénéfices. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, oui, mais je suis obligé de faire ça. Si je ne fais pas ça, mes actionnaires ne sont pas contents. Si mes actionnaires ne sont pas contents, finalement, ils se retirent. Ouais. Le niveau de mes actions diminue. L'attractivité de devenir actionnaire Whirlpool va diminuer et donc j'aurai moins de capitaux, etc., etc. Et ça, c'est lié à la peur. Et c'est pour ça que je dis souvent, on est tous finalement des esclaves. Et j'en parle dans le livre, c'est que finalement, le capitaliste est l'esclave du capital, le capital est l'esclave de la masse oppressée, et la masse oppressée est l'esclave du capitaliste. Et tous, ils ont cette peur, tous ont cette peur. Tous ont cette peur. Il faut juste vous rappeler qu'il y a encore 100, 200 ans, on avait une classe qu'on appelait les nobles. Oui.
cette caste, elle a disparu. Oui. Elle a disparu. Donc on a encore des monarchies, mais ces monarchies sont conservées, et c'est ça qui est très, très intéressant d'un point de vue idéologique. Si j'ai toujours mon roi, j'ai toujours une nation. Ça peut paraître assez bête, mais moi j'ai vécu en Angleterre. God save the Queen. Je peux vous dire que tu sois pakistanais, jamaïcain, ou la reine, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, juste pour revenir sur ce terme, sur ce paradigme, avec le caractère, le fait que cette caste de nobles a disparu, la caste dominante aujourd'hui, elle peut disparaître aussi. Et elle aussi, elle a peur. D'accord. Elle aussi, elle a peur. Parce qu'en 2008, elle était là, cette caste, elle se reposait, elle donnait son argent à une équipe d'investisseurs ou des fonds, des capital ventures qui investissent. Et donc, je donne mon argent pour avoir encore plus d'argent. Mais en 2008, il y en a certains qui ont disparu. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas prévues, quoi. Oui, oui, la chute de Lehman Brothers, c'est l'événement improbable. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, j'ai peut-être beaucoup d'argent, mais j'ai cette peur. J'ai toujours cette peur. Cette peur parce que si je suis un peu fragilisé, même mon ancien ami, on était tous les deux profiteurs du capitalisme, eh ben, peut essayer de me manger. Mais qu'est-ce qui peut, comment dire, balayer cette casse? Ce serait quoi? L'effondrement de la monnaie ou l'effondrement du système tout entier? Parce que l'effondrement de la monnaie, on en parle beaucoup. Le dollar, complètement attaqué de toutes parts. On sait que c'est une monnaie très virtuelle qui tient avec ce qu'on sait, l'armée américaine qui intervient là où il faut, etc. Enfin, ça peut s'effondrer, ça c'est parce que beaucoup de gens, bon, je pense à Pierre Jovanovic, Olivier Bérurier, Jacques Sapir, tout ça, tous ces gens-là, ils nous expliquent que c'est fragile, quoi, que tout ça est très, très, très fragile et que on pourrait en fait être devant un effondrement économique en fait qui nous pend au nez sans qu'on puisse s'en apercevoir. Toi, tu trouves que c'est très crédible, ça, cet effondrement d'un coup qu'on n'aurait pas anticipé, hein, attention, quand je dis on n'aurait pas anticipé, que voilà, le bon peuple, comme tu as dit, la masse oppressée, bon, bah, elle rentre du boulot, mais demain on se réveille, les distributeurs sont fermés, on t'explique que machin, etc. Est-ce que c'est... Mais mettez-vous dans la peau d'un grec. Voilà, c'est ça, bien sûr. Un grec, il est dans la communauté européenne, il a, entre guillemets, une histoire, et il se sent un peu riche, il fait partie des riches. Et le riche grec, ben oui, même lui, à un moment, il a fait ses investissements en Grèce, certains n'ont pas su voir venir le truc. Ils sont arrivés, c'était trop tard, les banques étaient déjà fermées, l'argent il était coupé, tu avais une retraite de 20 000 euros, on te dit ben, maintenant c'est 700 euros, mais pourtant derrière tu as toujours des dettes. C'est-à-dire que même le riche, en fait il faut savoir que le riche, la seule gratification qu'on a d'être riche, c'est entre guillemets de pouvoir s'endetter. Parce qu'on est toujours dans cette course. Et donc même le riche grec, ben, il s'est fait mal, il s'est fait très très mal. Et donc il faut bien voir, est-ce que ça nous pend au nez? Bien sûr. Aujourd'hui, moi, je travaille dans les probabilités, et c'est ce que tu dis, ouais, est-ce que l'événement... Ben, c'est sur ça qu'on travaille. C'est sur ça qu'on travaille. Aujourd'hui, vous avez des gens comme M. Soros qui s'interrogent sur des systèmes un peu plus équilibrés. C'est-à-dire avoir un statu quo, un pseudo-statu quo. Est-ce que moi, profiteur du capital, je peux avoir un rendement, une croissance donc positive, toujours une croissance positive, et en même temps avoir cette masse oppressée qui a une croissance positive. L'idée, en gros, c'est que, attention, cette masse oppressée, elle peut finalement se retourner contre toi. Et faire tomber l'autre côté. Donc, et donc, essaye de lui donner un peu à manger. Et est-ce qu'on peut tous manger ensemble? Mais c'est pas... le problème, il est mal posé parce que c'est pas est-ce qu'on peut manger ensemble, c'est est-ce que moi j'ai un gros gâteau, je peux toujours avoir une croissance, disons, de X%, et toujours l'employé avoir sa croissance de X%. Sous-entendu, si on a tous une croissance de X%, on est tous contents, on ne va pas se tirer dessus. Mais c'est un problème qui est très mal posé parce que cette croissance de X%, en fait, quoi qu'il arrive, elle va être attaquée. Si tes employés peuvent bénéficier justement de X%, le fait qu'on soit dans un système capitaliste libéral, il y aura toujours quelqu'un pour venir produire moins cher
et être disruptif dans ton pseudo-équilibre. Ouais. Hein. Et c'est pour ça que je parle de... Moi, je ne parle pas forcément de pays, je parle vraiment de localité autonome, indépendante, Ouais. sur les besoins primaires. Oui, les besoins primaires. Bah, tout ça, de toute façon, on abordera Un peu plus tard. en deuxième partie, justement, Ouais, on pas de parlera des problème. solutions pour bien comprendre Ouais. le problème de ce capitalisme, comment, puisqu'en plus, toi, tu étais au cœur de la machine. Un autre problème du capitalisme, qu'on évoque souvent maintenant, en tout cas qui est beaucoup plus connu, c'est le problème de la création monétaire. Et ça, c'est assez fondamental parce que la dette, on est basé à un système sur la dette. Ouais. On est dans une économie de dette. Exactement. Tout est basé sur la dette. Exactement. Et ça, c'est extrêmement fragile, justement, cette dette, ces montagnes de dettes. On parle de falaises budgétaires aux États-Unis. Qu'est-ce qui nous pend au nez avec ce système de dette? Parce que c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer, qui a ce risque d'effondrement généralisé. Mais est-ce que si on sort, et là je prends le cas de gens qui font ces propositions-là, qui disent sortons de l'euro, reprenons notre banque centrale et refaisons en gros une dette publique mais maîtrisée par l'État. Est-ce que tu penses que le système pourrait trouver un équilibre avec cette solution-là quand même? C'est-à-dire que la dette n'est plus cette dette avec intérêt des privés, mais une dette, on va dire une dette publique qui soit issue de la banque centrale, quoi. La banque centrale. Mais regardez, un truc, moi j'évite dans le livre de pointer du doigt, parce que pour moi c'est un peu je donne des petites indications, mais j'évite de pointer du doigt. Mais quand on vous parle de Bank of England, quand on vous parle de Bank of Canada, etc., qu'est-ce qu'on essaye de vous faire croire? Donc il y a un marketing derrière. On vous fait croire que finalement, non, c'est national, non, ce sont des institutions privées. Et rien que de savoir, cette connaissance que ce soit des institutions privées, ça devrait choquer. Ça devrait choquer. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas obligé de s'endetter via ce système. L'État n'est pas obligé. C'est-à-dire que si on contrôle sa monnaie, il n'y a aucune nécessité à s'endetter auprès d'une institution privée. Mais c'est si on contrôle sa monnaie. Si on contrôle sa monnaie. Et il y a plus que ça, je parle aussi de révolution spirituelle. De révolution spirituelle. Je dis que c'est ça qui manque finalement. Quand Marx il fait son bilan, je me dis qu'à un moment, il y a un truc qui manque, c'est il faut aussi que les gens soient guidés par le bon sens et le sens commun. Et ça passe par un côté spirituel. Pourquoi? Parce que si on veut tous que notre pays soit autonome, ça passe aussi par des sacrifices. Ouais. C'est-à-dire que demain, on pourra produire français, que ce soit voiture, que ce soit chaussures, que ce soit X, Y, Z, même au niveau de la nourriture. Quand vous repensez, c'est vrai que je reviens toujours aux besoins primaires, mais il y a des sacrifices à faire. C'est ça que j'essaie de dire. C'est possible, il y a des sacrifices à faire, mais une autonomie et une paix sociétale, est-ce que ça a un prix? C'est ça. Il y a des sacrifices à faire quand même. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aura plus, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Il faudra se passer, tu dis, effectivement, il faudra peut-être arrêter de manger des tomates l'hiver et des fraises au mois de décembre, parce que c'est des fraises qu'on exporte de l'autre côté de la planète, qu'on fait travailler nos esclaves pour pouvoir bouffer nos fraises. Quoi. Ouais, mais c'est ça. Et ce qui est un peu dommage, et ce que je dis souvent, c'est que on a tous un peu un pouvoir. Et comme tu le dis, il y a des gens qui vont manger ces fraises et qui vont, d'un autre côté, se révolter de la loi El Khomri. Oui. Mais la loi El Khomri, c'est quoi? C'est juste une conséquence. C'est-à-dire qu'on est dans un système compétitif, oui, il y a des solutions qui existent, il faut que vous deveniez un peu plus flexible, les acquis sociaux, faut les revoir, etc. Oui, ça fait longtemps en plus que c'est des dispositions que l'Union européenne demande à la France d'appliquer en plus. Pour ceux qui s'intéressent il n'y a pas d'étonnement, c'est la continuité d'un programme. Et ça, donc, quand même, ça veut dire que ceux qui prônent alors le retour quand même à cette nationalisation, on va dire, de la finance par le biais d'une banque publique qui soit la seule capable d'émettre de la monnaie, et donc qui distribuerait le crédit, ça a du bon sens économique alors. En fait, il n'y a même pas besoin de mettre économique derrière. C'est du bon sens tout court. Non, mais il faut se remettre dans un contexte. Tu m'as présenté, je suis analyste quantitatif. Ouais. Un analyste quantitatif, c'est pas un économiste. Bien sûr. J'ai fait des cours d'économie, etc. Mais
moi, je fais vraiment des maths. Ouais. Mais lors de conférences, je suis invité à des conférences, etc., des fois, on se retrouve avec des économistes. Et la première chose, quand j'ai fait ma lecture du monde, je me suis dit, je vais aller les titiller quand même, parce que je trouve ça fou, là, qu'ils nous racontent des histoires. Toujours, c'est les mêmes choses. Des faux plans Marshall. Donc, en gros, je m'endette pour construire d'autres routes. Moi, là, je suis venu en T3. Ça fait 10 ans que je ne suis pas venu ici. Je suis venu en T3. Oui, c'est nouveau, mais c'est un coût. C'est un coût. Ok, ça a fait travailler des Français, donc baisser un peu le chômage, mais on s'est endetté derrière. On s'est endetté derrière. Et donc, ce que j'essaie juste de dire, c'est que, à un moment, qu'est-ce que vous vraiment vous proposez de nouveau, quoi? Parce que soit c'est les plans Marshall, donc finalement, je m'endette encore plus avec une potentielle prédiction de croissance. Ok, donc l'endettement, il est sûr. La croissance, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Okay. Parce qu'il faut, bien se remettre dans un contexte. Toute prédiction économique n'a de vérité ou de pseudo-vérité que sur 6 mois. Donc ça, il faut se remettre dans un contexte. Et l'autre côté, c'est quoi? On se serre la ceinture. L'autre côté, c'est on se serre la ceinture. Oui, c'est ce qu'on propose, de faire des coupes budgétaires à l'appel. Voilà. Et donc, et moi je dis, finalement, ça ne sert à rien de se serrer la ceinture si on est toujours dans un système esclavagiste. Et c'est ça ce qui se passe. Donc, on ne remet jamais en cause le système dans lequel on est. On essaye de se battre dedans. Et donc, mon manifeste, il est sur ça. C'est pas, souvent on me dit, ah oui, c'est anticapitaliste. Non, c'est plus que ça. L'anticapitalisme, c'est pas une réponse. L'anticapitalisme, c'est juste un constat. Je suis anticapitaliste, mais il n'y a pas de proposition derrière. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment une alternative. Et oui, on est obligé de sortir, on est obligé de proposer autre chose. Et moi, ces économistes, ce que j'ai fait, très simplement, j'y suis allé franco et je leur ai dit, mais à part des plans Marshall, vous avez quoi en tête? Et aucun n'était capable de me répondre. Aucun. Il n'y a pas de parce qu'il n'y a vraiment pas de solution, à part justement de changer vraiment de système. Parce que le système en soi, c'est quoi? Il n'y a plus de liquidités, donc on va remettre des liquidités, mais finalement, c'est un peu le gars qui va sauter, puis il remet la planche, il rajoute un bout de planche, mais il y a quand même le vide. Allez, je rajoute un bout de planche, mais un jour, j'aurai plus de planche et je vais tomber, quoi. Mais c'est ça un peu, c'est un peu fou comme système, c'est ça? Oui, et donc, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, il y a des économistes créatifs, moi, je suis sûr, mais bien sûr, on ne les entend pas, parce qu'il y a tout un système aussi derrière. Si je suis économiste créatif, je vais être mis sur l'écart parce que je ne suis pas le bon courant. Je ne vais pas recevoir de finances, de subventions, etc., etc. Et donc, il y a tout un système. Mais aujourd'hui, il faut avoir cette honnêteté, faire ce constat que le capitalisme libéral ne fonctionne pas. Et il ne fonctionne pas que pour la masse oppressée, il ne fonctionne pas aussi pour les profiteurs. Comme je te dis, j'ai écrit un article récemment sur le Rich Dad Poor Dad, c'est que, en gros, même si on se sent fort, on a peur. Et cette peur, aujourd'hui, quelqu'un qui a hérité d'une fortune, avant, il allait aux Bermudes, il confiait son argent à quelqu'un. Ou disons, il diversifiait, confiait son argent à 2-3 private banking, donc des banques privées, ou sinon, s'il était un peu aventureux, il crée sa capital venture. C'est-à-dire qu'il embauche des gars sérieux, il leur donne l'argent et eux, ils investissent. Mais aujourd'hui, lui aussi, il a peur. Il a vu que le monde pouvait, en un instant, le marché il est tellement frileux qu'en un instant, il peut tout perdre. Et donc, lui aussi, il a peur. Lui aussi devient esclave. C'est marrant de le savoir, ça, parce qu'on n'imagine pas qu'ils aient quand même peur à ce point-là. On les sent arrogants un peu. Oui, mais regardez, par exemple, là, on a eu les élections américaines. Il y a des gens qui... Qu'est-ce qui se passe lors de ces élections? La plupart des grands investisseurs, ils investissent des deux côtés. Comme ça, ils sont couverts. Donc, la couverture, c'est un peu... Donc, quoi qu'il arrive, s'il y en a un qui gagne ou l'autre qui gagne, je vais lui donner un peu d'argent, il va aller dans mon sens. Au moins, quand je vais l'appeler, il va écouter. Et ça se passe, c'est la même chose en France. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un des investisseurs, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ils sont incompétents. Moi, j'y vais et puis voilà. Mais le problème,
c'est qu'en face, il y a des gens qui se disent hey, moi, ça fait 20 ans que je suis là, je suis calme, je donne à droite, à gauche, je reste calme. Lui, il décide de venir dans le jeu. Déjà, il ne veut pas accepter mon argent, donc je sais qu'il ne sera jamais mon esclave. Donc, je commence à parier sur l'adversaire. L'adversaire a perdu. Monsieur, je ne vais pas insister sur Monsieur Soros, mais les conférences dont je parle, faut savoir que c'est lui qui paye des scientifiques pour venir résoudre un de ces problèmes. Est-ce que c'est possible d'avoir un système un peu... Pour moi, c'est un système qui n'est pas juste, hein, parce qu'on voit bien que si tout le monde a une croissance positive, alors qu'on sait très bien que finalement, non seulement les ressources sont limitées, non seulement il y a la compétition, puisqu'on est toujours, même si localement il y aura ce pseudo-équilibre, on est toujours dans un système global où il y aura toujours quelqu'un qui pourra venir court-circuiter ta croissance et dire « Ah ouais, mais regarde, tu les payes tellement cher, moi j'emploie des gens, je les paye moins cher, donc je peux être compétitif. » Mais la compétition, cette compétition justement, toi, parce que c'est vrai que tu en parles, tu dis la compétition, elle emmène une instabilité totale de tout le système. Pour toi, c'est cette compétition permanente, elle nous mène justement, elle rend le système instable par nature, quoi, dans sa structure. Mais on est arrivé quand même à ce stade de compétition d'aujourd'hui, parce qu'il est mondialisé, à cause des lois de mondialisation. Dans une France des années 60, elle n'était pas aussi en compétition avec le monde. Il y avait plus cette structure que tu appelles quand même en circuit fermé. Je veux dire, voilà, on mangeait français, un aspirateur, il était fabriqué en France, une télévision, elle était fabriquée en France, une table, elle était fabriquée en France. C'est la mondialisation, effectivement, le système de compétition, puisque dans ce système-là, au bout d'un moment, la télévision n'est même plus rentable en France. Alors qu'en plus, je suis fabricant, je peux aller à 500 km, je vais en Pologne de l'autre côté, à 1000 km, et je fais fabriquer ma télé 2 fois moins cher avec les mêmes mecs, et je fais autant d'argent, puisqu'en plus, je les réimporte en France, c'est les Français qui l'achètent. Là, c'est clair. Et encore une fois, c'est une évidence. C'est-à-dire que il ne s'agit pas... souvent, on reporte le problème. Et c'est vrai, les gens me disent aussi... Mais nous, on n'a pas le temps de réfléchir. Mais ça fait partie du jeu aussi. On n'a pas le temps de... Ça fait partie du jeu. Mais quand vous me dites que vous n'avez pas le temps de réfléchir, ça, c'est faux. C'est encore une perception. C'est-à-dire, votre temps, avec la technologie, donc il y a des choses qu'on faisait qui prenaient 3 heures, on les fait en 10 minutes. Mais le temps gagné, on l'a remplacé par d'autres activités, par des faux besoins. On est là, on passe notre temps dans le métro à jouer à des jeux débiles, on regarde des séries très attractives, mais qui nous endorment. On passe notre temps sur Facebook, mais ça nous endort finalement. Et donc, il faut bien se dire que cette logique, elle est là. C'est même pas une question, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour remettre en cause le système dans lequel on vit. Et donc aujourd'hui, tous les politiciens institutionnels, aucun, c'est-à-dire tous ceux qui vont dans les médias, la plupart, hein, j'aime pas faire d'a priori, mais aucun ne remet en cause le système. Tous vont essayer de se battre dedans. Certains ne vont même pas essayer de se battre, ils vont suivre le vent. Hein, c'est-à-dire, ok, on est libéral parce que tout le monde l'est, on y va, on lâche tout, et puis qu'est-ce que sera la France dans 20 ans? Ça sera l'Amérique d'aujourd'hui. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas très glorieux. Parce qu'il y a des Amériques qui sont en déclin total. Non, mais attention, qu'est-ce que le déclin aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On essaie de créer un parti travailleur aux États-Unis. Alors qu'en France, qu'est-ce qui se passe? On tente de bipolariser la France avec ses primaires, on l'a vu, on a bien vu le Parti socialiste, ils se sont trouvés embêtés parce que on a les républicains et les démocrates, c'était déjà pris. C'était déjà pris, et donc c'est un peu dommage. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Le Parti socialiste, il a explosé. Excusez-moi, je sais que... il est en voie de scission, de toute façon, avec les lignes qui sont, comme le dit Valls lui-même, irréconciliables. Il avait tout à fait raison. Oui, mais Valls, il y a quelque chose de fou. Moi, je serais socialiste aujourd'hui. Mais je serais mortifié parce que on a fait une primaire. Qu'est-ce que ça voulait dire une primaire? Une primaire, ça veut dire finalement, on règle nos différends en famille et on trouve une direction pour le parti. Monsieur Valls perd. La première des choses, il donne son soutien à quelqu'un d'extérieur du parti. Mais ça, c'est déjà... C'est un manque de respect pour tous les socialistes.
qui ont payé leur adhésion, qui ont payé aussi pour voter, je pense. Ouais, ils ont payé pour voter. Ouais. Mais c'est une honte. Bah, on voit que, si tu veux, au niveau justement des partis traditionnels, en ce moment, bah, tout éclate au grand jour, leurs propres contradictions. Et c'est intéressant parce que c'est aussi sur des problématiques qui touchent, tu vois, ce qu'on en parle, les problématiques économiques, ouais, ils sont vraiment pas d'accord entre eux, quoi. Quoi qu'il a, il y a une séparation, quoi, il y a une scission. Mais je vais vous dire pourquoi ils sont pas d'accord entre eux. Parce que le monde est en train de changer. Et ils en ont même pas conscience. Ils sont... moi, je me souviens, ce qui se passait aux États-Unis, je me souviens très bien, j'étais dans des radios et je leur ai dit, mais attendez, on rigole de ce qui se passe aux États-Unis, mais il va se passer la même chose en France. C'est-à-dire que, concrètement, ils n'ont rien à proposer. Ça fait 30 ans qu'on voit les mêmes personnes. Ouais. Ils n'ont rien à proposer. Et les scissions, elles se font. Pourquoi? Parce que finalement, on sent bien que les Français, ils veulent autre chose. Oui, ah oui, il y a une volonté. Bah, ils sont déçus. Bah, on voit bien que c'est l'électorat, en plus, c'est très volatile. Ils ont voté Sarko, puis après ils ont voté Hollande, et puis maintenant ils sont prêts à voter peut-être Marine Le Pen, je sais pas. Enfin, ils sont tous en train de jongler parce qu'ils ne savent plus. On sent que les Français n'arrivent plus à trouver une représentation politique qui suivent leurs aspirations, mais parce qu'on leur ment aussi, parce qu'à chaque fois on se retrouve avec quelqu'un qui fait un programme, qui annonce beaucoup de choses, et puis une fois en place, il n'applique pas. Voilà, Hollande disait, voilà, ce que tu as expliqué, l'exemple que tu as donné, l'exemple de la finance, ça a quand même été son axe. Tout le monde a dit, bah, putain, Landana, attends, c'est un socialiste. C'est Emmanuel Todd qui parle de hollandise révolutionnaire, Landana, attention, Hollande, il va leur mettre, oh là, attention, à la finance, planquez-vous les mecs, hein, ça va... Non, c'est une blague, mais en fait, et à un moment, ce que je reproche, parce que moi, je ne suis pas du genre fataliste. À chaque fois, je me dis, bon, déjà, c'est de ma faute, quoi qu'il arrive. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Et deux, comme je le disais, on a tous un pouvoir. On a été trompé une fois, 2 fois. Il serait peut-être temps de remettre en question notre processus de sélection des candidats. Parce qu'un candidat qui vous ment, moi je ne peux pas lui en vouloir, il est en campagne marketing. On parle campagne électorale, c'est une campagne marketing. Je ne peux même pas lui en vouloir. À la fin de mon livre, il y a tout un chapitre, comment voter en 2017. Donc je vous le recommande. Hein. Juste pour ce chapitre, il faut absolument que... Parce qu'il doit y avoir un nouveau processus de sélection. Moi, aujourd'hui, je suis une jeune femme. Chaque fois que je vais au boulot, y a quelqu'un qui me drague. Donc le premier, il me drague, il me dit, voilà, j'aimerais passer la nuit avec vous, je vais vous épouser après, etc. Bon, elle y va. Le mec ne l'épouse pas. Ok. Le lendemain, un autre, il lui sort les violons, le mec ne l'épouse pas non plus. À un moment, elle-même, elle se dit, bon, à un moment, c'est moi. En fait, j'apporte trop d'importance à ce qu'on me dit. Peut-être que je devrais étudier la personne. Peut-être que je devrais passer par d'autres processus de sélection. C'est évident. Et je sais que ce n'est pas facile pour les gens. Parce qu'on est des électeurs passifs. Souvent, on vous dit, oh ouais, mais il n'y a que 5 candidats. Déjà, non, il n'y a pas que 5 candidats. Il y a d'autres candidats invisibles qu'il faut aller chercher. Il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur la vraie nature des gens, même les gens qu'on vous propose. Parce qu'il y a de gros acteurs. On a affaire à de grands acteurs. Moi, M. Mélenchon, je l'adore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur d'entre eux. C'est-à-dire le meilleur acteur. C'est-à-dire que Gérard Depardieu, je vais vous dire, il aurait du mal à faire mieux, quoi. C'est vraiment... quand je l'ai vu attaquer ce cheminot, j'use ma vie pour vous. J'use ma vie pour vous, ouais. Il n'a pas dit « j'ai usé ma vie pour vous ». L'homme, ça fait plus de 30 ans, 20 ans qu'il est dans le milieu politique. Il n'a pas dit « j'ai usé ma vie pour vous ». Non, il a dit « j'use ». Et je sais très bien pourquoi il dit « j'use ». Dire « j'ai usé ma vie pour vous », c'est le plus gros des mensonges. C'est le plus gros des mensonges. Et je ne comprends pas comment le Parti communiste, parce que ces discours, ils sont très beaux, hein, moi je valide tous ces discours, la plupart, hein, mais je ne comprends pas comment le Parti communiste peut se laisser représenter par cet individu. Et je ne suis pas méchant envers Mélenchon. Là, ce que je remets en cause, c'est tout l'appareil
communiste, à un moment, il faut se regarder les yeux dans les yeux. Ouais. Le discours de Mélenchon, tout le monde l'aime. Mais à un moment, il faut regarder l'individu. Comment je peux encore donner de l'importance à son parcours? C'est ça, la légitimité, l'exemplarité, c'est ça aussi. C'est des valeurs qu'on oublie. On s'interroge que sur un individu, à un instant T. Mais regardez son histoire, regardez ce qu'il a dit. Ouais, mais ouais, c'est sûr, mais sur chaque candidat, dans ce cas, il y en a beaucoup qui élimineraient, hein, parce que des Juppé anciens, voilà, machin, condamnés pour emploi fictif, parce que tu vois, c'est quand même assez marrant quand ils pensent qu'on parle en ce moment de remplacer Fillon parce qu'il est soupçonné d'emploi fictif, pour le mettre par Juppé qui a déjà été condamné pour emploi fictif. Bon, moi je veux bien, mais ça, c'est quand même assez cocasse comme situation, quoi, qu'on arrive à ça. Pour moi, je trouve ça... c'est vrai que ça devrait être assez cocasse. Mais ce qui est intéressant dans la résilience de François Fillon, c'est qu'à un moment, on voit très bien le décalage qu'il y a entre ces hommes et la réalité. C'est-à-dire, c'est comme Cuezac, c'est-à-dire cette persévérance dans le mensonge, c'est-à-dire que c'est hallucinant, c'est hallucinant. Il a des conseillers autour de lui, mais il continue, mais c'est hallucinant. Et juste le petit parallèle là entre ce qui se passait de droite et le Tour de France. Il faut savoir que le Tour de France, pendant plus de 8 ans, il n'y a pas de vainqueur du Tour de France. Si vous allez sur Wikipédia, il n'y a pas de vainqueur. Ah ben c'est parce qu'ils ont enlevé les titres à Armstrong. Mais oui, mais la règle devrait être la suivante. Qu'on donne le deuxième. Au deuxième. Mais le deuxième a déjà eu des affaires de suspicion de dopage pendant cette période. Et le troisième, la même chose. Et donc, il n'y a pas de vainqueur du Tour de France pendant les années Armstrong. Donc, c'est juste pour mettre un peu le parallèle. C'est nous qui avons validé cette caste d'acteurs. C'est nous qui les avons mis dans un piédestal. C'est nous qui avons accepté de laisser la politique à ces politiciens de carrière. C'est la faute à personne d'autre. Rendez-vous compte, demain je me présente. On va oser me demander en quoi je suis légitime. Mais ça veut dire que finalement, vous avez entre guillemets rien compris. C'est-à-dire que votre processus de sélection, il est toujours biaisé. Oui, mais vous n'avez pas d'expérience en politique. Qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'expérience en politique? Ma fille était députée à 24 ans, là. 25 ans, un truc comme ça. Plus jeune de député de l'Assemblée nationale. Non, mais bon. Voilà. Non, mais il faut savoir aussi, et c'est vrai, mais c'est juste étudier l'histoire des personnages. C'est-à-dire que il y a une différence entre, déjà, la manière dont on entre en politique, les raisons pour lesquelles on entre en politique, et quel type de politicien on finit. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que même M. Hollande, clairement, il y a beaucoup de politiciens qui ont décidé de faire de la politique par métier. Ce n'est pas lié à l'idéologie. Ouais. Et certains ont choisi le Parti socialiste comme ça, au hasard. Comme ça, au hasard. Mais Hollande, c'est ce qu'il dit. On aurait pu être à droite, à gauche, en sortant de l'ENA. Vas-y, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Ouais, ils sont plus sympas là. Mais il n'y a pas de conviction. Voilà, il n'y a pas de conviction. On va faire une petite pause. Et la régie, elle est prête normalement. On fait la pause et on revient juste après, toujours avec Christian Kemchouen, toujours dans le manifeste de la raison objective. À vous, la régie.